Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Le Puy de Feu. Troisième tome de la trilogie des Tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Oslaniak. Chapitre 8. Les bulles de la liberté. Nous aussi, avec nos ballons, avons été répartis sur plusieurs bateaux pour traverser l'océan. Cependant, Henry et moi, nous sommes retrouvés ensemble sur un vaisseau de 400 ou 500 tonneaux appelé la Reine d'Azur. Les marins français nous ont demandé, avant de quitter le port, si nous voulions prendre un peu de leur potion destinée à empêcher le mal de mer. Le ciel, disait-il, promettait du mauvais temps. Henry a accepté la proposition, mais moi j'ai refusé. Le liquide ne m'inspirait pas confiance, son odeur encore moins, et comme je leur ai dit, j'avais déjà navigué. Mais ce n'était pas la même mer, la Manche étroite entre mon pays et la France, et les conditions étaient différentes. Nous sommes donc partis sur des vagues coiffées de blanc, avec un vent d'est qui fouettait les embruns de leurs crêtes. C'était le vent souhaité, et toute la voilure possible était déployée pour en profiter. La Reine avançait sous un ciel qui s'assombrissait constamment, bien qu'il ne fût pas beaucoup plus de midi. Une reine peut-être, mais une reine pompette qui faisait des embardées, qui s'enfonçait dans les creux entre les vagues et remontait en dispersant l'écume. J'ai d'abord senti un léger malaise, et j'ai cru que cela passerait quand je me serais accoutumé au mouvement. J'étais debout près du bastingage avec Henry, bien protégé contre le vent et l'eau, et bavardais joyeusement en lançant des plaisanteries. Le malaise, cependant, s'est accru au lieu de disparaître. L'un des marins qui m'avait proposé le remède contre le mal de mer est passé et m'a demandé comment ça allait. J'ai ri et lui ai répondu que je me sentais très bien, que ça me rappelait les manèges de mon enfance dans les foires de village. À ce moment-là, le bateau a plongé vers d'horribles profondeurs, et j'ai fermé la bouche pour avaler hâtivement ma salive. Heureusement, le marin s'était éloigné. À partir de là, la bataille du bateau contre les vagues s'est accompagnée d'une autre, engagée par ma volonté contre mon estomac. J'étais décidé à ne pas montrer ce que je ressentais, même à Henry. Mon orgueil était stupidement en cause, et je fus soulagé quand il est descendu en apprenant qu'une boisson chaude attendait aux cuisines. Il m'a demandé si je venais, et j'ai hoché la tête avec un sourire forcé. Je lui ai dit, ce qui était parfaitement vrai, que je n'avais pas envie de boire pour le moment. Il m'a donc laissé, et je me suis accroché au bastingage en regardant la mer, souhaitant qu'elle ou mon estomac se tiennent tranquilles. Ce que ne fit ni l'un ni l'autre. Le temps passait lentement, sans aucun événement, sauf que le ciel s'assombrissait encore, que les vagues augmentaient, que les plongées et les ascensions vibrantes de la Reine d'Azur étaient plus brutales. Ma tête me faisait mal aussi, mais je tenais bon, et je sentais que je devais gagner. Quelqu'un derrière moi m'a touché. Henry m'a dit « Tu es encore là, Will? Tu ne peux plus te passer du bon air marin ?» J'ai marmonné quelque chose, je ne sais pas quoi. Henry a poursuivi. J'ai parlé avec le capitaine. D'après lui, il risque d'y avoir vraiment du gros temps. Je me suis retourné, mu par mon incrédulité. J'ai ouvert la bouche pour parler et après réflexion, je l'ai refermée. Henry m'a dit avec sollicitude. « Tu vas bien, Will? Tu as une drôle de tête. Un peu de la couleur de celle des maîtres, mais en plus vert. » Je me suis retourné vivement vers le bastingage et penché pour vomir, longuement mon estomac continuant à se soulever bien après qu'il eut tout évacué. Ce que je me rappelle du reste de la journée, de la nuit et du lendemain est brumeux, non pas que je voudrais m'en souvenir plus clairement. À un moment donné, le marin français est revenu avec son mélange, et Henry m'a tenu la tête pour qu'il me le verse dans la gorge. J'ai eu l'impression de me sentir mieux après, mais j'aurais pu difficilement être plus mal. Mon état s'est amélioré progressivement. Le 4e jour, bien qu'encore sujet à des nausées, j'ai senti se manifester ma faim. Je me suis lavé à l'eau salée, arrangé un peu, et me suis rendu d'un pas mal assuré aux cuisines. Le cuisinier,
Un gros homme souriant qui se glorifiait de parler un peu anglais m'a dit « Ah, vous allez mieux, oui? Vous avez retrouvé le bon appétit et vous êtes prêt à rompre le jeûne ?» J'ai souri. « J'espère pouvoir y arriver un peu. »« Bien, bien. Nous avons donc le spécial coupe-le jeûne pour vous. Je l'ai déjà préparé. » Il m'a passé une assiette que j'ai prise. Elle contenait des tranches de bacon épaisses. C'était du gras, à part 2 étroites bandes roses, et elle ne semblait pas griller mais bouillie dans de la graisse qui adhérait encore. Je les ai regardées fixement pendant que le cuisinier m'observait. Puis le bateau s'est soulevé d'un côté et mon estomac de l'autre, et je me suis pressé de reposer l'assiette pour sortir en titubant chercher de l'air frais sur le pont. En partant, j'ai entendu le rire joyeux du cuisinier se répercuter dans l'escalier derrière moi. Pourtant, le lendemain, je me sentais à nouveau parfaitement bien. Après mes privations forcées, j'avais une faim de loup, et la nourriture était en fait très bonne. Le bacon gras, ai-je appris, était une vieille plaisanterie du matelot cuisinier, et celui-ci était particulièrement friand de ce genre de tour. En outre, le temps s'était amélioré. La mer était encore forte, mais presque toute bleue, reflétant des cieux limpides à part quelques nuages de pluie. Le vent, resté frais, avait tourné au sud-ouest, et il était moins violent. Ce n'était pas la meilleure direction du vent pour bien progresser, et il fallait beaucoup de manœuvres pour en tirer le plus de profit possible. Henry et moi avons offert nos services, mais nous avons été remerciés catégoriquement. Nos mains inexpérimentées et nos doigts malhabiles auraient été plus une gêne qu'une aide. Nous avons donc été renvoyés à la contemplation de la mer et du ciel, et à notre compagnie mutuelle. J'avais remarqué un changement chez Henry à son retour des Amériques, et cela s'était confirmé pendant notre long été d'aérostation. Ce n'était pas seulement un changement physique, bien qu'il fût beaucoup plus grand et plus maigre. Je trouvais qu'il y avait aussi un changement dans son caractère. Il était plus réservé, et j'avais l'impression que c'était peut-être parce qu'il était davantage en réserve qu'il était plus sûr de lui et de son but dans la vie. J'entends un but autre que celui que nous partagions tous, de vaincre et de détruire les maîtres. Mais nous avions vécu ensemble dans les collines avec peu d'occasion ou d'inclination pour les confidences. C'était seulement là, au cours de ces longs jours d'hiver ensoleillés, avec la mer à perte de vue aux 4 horizons, qu'il me laissait voir quels étaient ses projets. Les rares fois que je regardais au-delà de notre objectif premier et que je pensais à ce que pourrait être ce monde quand il serait libéré de nos oppresseurs, ma vision était floue et plutôt centrée sur les plaisirs, je le crains. J'envisageais la chasse, l'équitation, la pêche, toutes choses que j'aimais, rendues 100 fois plus agréables par la certitude qu'aucun tripode ne traverserait plus l'horizon, que nous étions les maîtres de notre planète et de notre destin, et que toutes les cités qui étaient construites seraient bien celles des hommes. Les méditations de Henry étaient différentes. Il avait été très marqué par sa première traversée de l'océan. Lui et ses compagnons avaient accosté très au nord de la cité de l'Isthme, dans un pays où, comme je l'ai dit, les gens parlaient anglais, mais avec un accent inconnu. Il avait été frappé par le fait qu'à des milliers de kilomètres par-delà ces mers inexplorées, il pouvait parler et être compris, tandis que lorsque lui et moi avions franchi simplement 30 kilomètres d'eau pour aller en France, nous nous étions retrouvés incapables de communiquer avec ceux qui y habitaient. À partir de là, il avait continué à réfléchir plus sérieusement sur ces divisions des hommes qui existaient avant la venue des maîtres, et que ces derniers, race unique ayant une seule langue et une seule nation, n'avaient jamais comprises, même s'ils n'avaient pas manqué d'en tirer profit. Il lui semblait monstrueux qu'un tel état de choses existe, que des hommes aillent tuer d'autres hommes qu'ils ne connaissaient pas, simplement parce qu'ils vivaient sur une terre étrangère. Ceci, au moins, avait cessé avec l'arrivée des maîtres. « Ils ont apporté la paix », ai-je dit. « Mais quelle paix! La paix d'un troupeau de bétail !»« Oui, » a dit Henry, « c'est vrai. Mais est-ce que la liberté doit signifier le meurtre d'autrui? Les hommes ne se battent plus entre eux. Nous nous battons tous contre l'ennemi commun, que nous soyons français, comme Bean Paul, allemands, comme Fritz, américains, comme ton ami Walt. Actuellement, oui, nous luttons ensemble. Mais ensuite, quand nous aurons détruit les maîtres, que se passera-t-il? Nous resterons unis, bien sûr. Nous aurons retenu la leçon. En es-tu sûr? J'en suis certain. Ce serait impensable pour des hommes de retourner en guerre contre d'autres hommes. Il était resté silencieux quelques instants. Nous étions appuyés contre le bastingage avant, et j'ai cru voir quelque chose briller dans le lointain, mais j'ai compris que ce devait être un effet de lumière.
Une présence était impossible. Henry m'a dit « Pas impensable, Will. Moi, j'y pense. Cela ne doit pas arriver, mais nous aurons peut-être fort à faire pour l'empêcher. » J'ai posé davantage de questions auxquelles il a répondu. C'était, semblait-il, le but qu'il s'était donné, de travailler pour le maintien de la paix entre les peuples du monde libre. J'étais impressionné, mais pas complètement convaincu. Il y avait eu la guerre dans le passé, je le savais, mais c'était parce que les hommes n'avaient jamais eu l'occasion de s'unir comme nous l'avions fait, engagés dans la lutte contre les maîtres. Une fois réalisée cette unité, il était impossible d'imaginer que nous l'abandonnerions. Quand cette guerre serait terminée... Il disait quelque chose, mais je l'ai interrompu en lui saisissant le bras. « Il y a quelque chose là-bas. Je l'ai déjà vu, mais je n'étais pas sûr. Un petit éclair. Est-ce que ça aurait un rapport avec les tripodes? Ils peuvent voyager sur mer. »« Je serais très surpris de les trouver en plein océan, » a dit Henry. Il regardait dans la direction que je lui indiquais. La lueur est revenue. Il a dit « Trop bas aussi pour un tripode. Ce n'est pas loin au-dessus de la surface de l'océan. Pour moi, c'est un poisson volant. » Un poisson volant? Ils ne volent pas réellement. Ils sautent hors de l'eau quand les dauphins les poursuivent et glissent à la surface en utilisant leurs nageoires comme une voile. Quelquefois, ils atterrissent sur le bateau. Je crois qu'ils sont assez bons à manger. Tu en as déjà vu? Henry a hoché la tête. Non, mais les marins m'en ont parlé, ainsi que d'autres choses. Des baleines qui sont aussi grosses qu'une maison et qui envoient des jets d'eau par le sommet de leur tête. Des calmars géants. Et aussi, dans les eaux plus chaudes, de ces créatures qui ressemblent à des femmes et qui allaitent leurs petits. Les mers sont pleines de merveilles. Je pouvais l'imaginer écoutant les récits des marins. Il savait désormais être attentif à ce qu'on disait, patient et réfléchi. C'était encore un aspect de son changement par rapport au garçon effronté que j'avais connu. Je me suis rendu compte que s'il y avait besoin de maintenir l'unité entre les hommes après notre victoire, Henry était le genre de personnage qui pourrait aider à le faire. Au point où en étaient les choses, Beanpole prenait de l'importance parmi les savants, Fritz était reconnu comme un de nos meilleurs jeunes commandants, et moi-même, même si c'était grâce à la chance, j'avais eu mes moments de gloire. Henry avait connu moins de succès, sa seule entreprise importante ayant échoué, même si ce n'était pas sa faute. Mais il se pouvait que, dans le monde à venir, il joue un rôle plus important que l'un ou l'autre d'entre nous, davantage même que Beanpole, parce que, si c'était pour les détruire ensuite, à quoi cela servirait-il de reconstruire les grandes cités des anciens? Mais il semblait impossible qu'une telle folie destructrice se renouvelle. Et de toute façon, les maîtres n'étaient pas encore vaincus. Il s'en fallait de beaucoup. La dernière partie de notre traversée nous a amenés dans des eaux plus chaudes. Nous allions plus loin vers le sud que Henry à sa première traversée, car nous devions accoster près de la base secondaire qui avait été installée dans les montagnes, à quelques kilomètres à l'est de la cité. La base principale, d'où les machines volantes étaient parties, avait été abandonnée après l'attaque manquée. Nous avions des vents arrière du nord-est constants, et on m'a dit qu'ils soufflaient toute l'année presque sans changer de direction. Une fois que nous avons été sous leur influence, ils nous ont propulsés énergiquement. La mer était remplie d'îles de toutes formes et de toutes dimensions, certaines minuscules et d'autres si énormes que, si les marins ne m'avaient pas détrompé, je les aurais prises pour le continent. Nous sommes souvent passés très près, et mon regard a été aguiché par des collines vertes et luxuriantes, des sables dorés, des frondaisons légères ondulant dans le vent. Seules les très grandes, semblait-il, étaient habitées. Ce serait merveilleux d'aller les visiter. Peut-être, quand tout serait fini, Henry pourrait prêcher la paix seul, ai-je conclu. D'ailleurs, je ne lui aurais pas été très utile. Nous avons enfin accosté et débarqué, retrouvant la résistance d'un sol ferme sous nos pieds, en nous rendant compte que nous étions de nouveau sous la menace de l'ennemi. C'était déjà le crépuscule, et la nuit qui a suivi. Nous avons déchargé et transporté notre matériel. Nous avons désarmé le lendemain, à l'abri d'une forêt. La tâche n'était pas facile, d'autant plus que nous avons dû subir plusieurs averses torrentielles. C'était une pluie différente de tout ce que je connaissais, presque comme si des éléments solides tombaient du ciel. Elle nous trempait jusqu'aux os en quelques secondes. Pourtant, le matin, le soleil dardait ses rayons entre les feuilles des arbres inconnus. Je me suis risqué à découvert pour en profiter et faire sécher mes vêtements dans une clairière voisine.
Nous avions déjà gagné un peu d'altitude, et cette avancée nous ouvrait une longue perspective à l'est. Je voyais la côte et de minuscules îles au large. Autre chose aussi, bien qu'à plusieurs kilomètres, c'était évident, bien distinct, sous la vive lumière tropicale, un tripode. Il nous fallut plusieurs jours pour gagner notre base, et encore une semaine pour achever nos préparatifs. Après, il ne nous resta plus qu'à attendre. J'avais déjà eu à attendre, et je croyais avoir appris la patience. Il y avait eu les longs mois d'entraînement pour les jeux, les semaines d'inactivité forcée paraissant interminables dans les grottes, les jours de préparation au bord de la rivière, avant l'invasion de la cité. Tout cela, croyais-je, m'avait discipliné. Mais non, car c'était une attente tout à fait différente, sans échéance connue et en état d'alerte permanent. Nous ne dépendions pas des décisions des hommes, ni de celles des maîtres, mais des caprices d'une force plus grande que tout, la nature. Nos organisateurs avaient consulté ceux qui, recrutés lors de nos expéditions précédentes, avaient vécu en ces lieux toute leur vie et connaissaient le pays et son climat. Il nous fallait un vent qui porterait nos ballons au-dessus de la cité, c'est-à-dire un vent de nord-est. C'était en fait le vent dominant qui nous avait poussés pendant la dernière étape de notre traversée, et il était constant à cette époque de l'année. Malheureusement, c'est au-dessus de cette bande de terre qu'il disparaissait normalement dans ce calme équatorial qui dominait au sud et à l'ouest. Nous devions attendre une période de vent plus violent si nous ne voulions pas nous retrouver déventés et même écartés de notre objectif. Nous avons donc placé des avant-postes aussi près que possible de la cité. Leur tâche était de nous avertir, par pigeon, quand le vent serait assez fort dans cette direction. En attendant, nous ne pouvions rien faire d'autre que ronger notre frein. Et c'est ce que nous faisions. Notre groupe était arrivé le dernier, mais bien que les autres eussent attendu plus longtemps, j'étais un de ceux qui se révélaient le moins capables d'accepter la situation. Je m'enflammais à la moindre provocation. Quand l'un d'entre nous m'a fait une remarque pour plaisanter, comme quoi j'étais tellement plein d'air chaud qu'il se demandait si j'avais besoin d'un ballon, je lui ai volé dans les plumes et nous nous sommes battus furieusement jusqu'à ce qu'on nous sépare. Ce soir-là, Fritz m'a parlé. Nous étions dans une tente qui prenait l'eau en plusieurs endroits. La pluie dans ce pays n'était pas facilement arrêtée par la toile. Le bruit incessant des gouttes qui tombaient accompagnait les reproches de Fritz. Je lui ai dit que je regrettais, mais il n'a pas été convaincu. « Tu as déjà eu des regrets, m'a-t-il dit. mais tu continues à faire des choses sans réfléchir, à t'emporter. Nous ne pouvons pas accepter des discussions ici. Nous devons vivre ensemble et travailler ensemble. » Je sais, ai-je dit. Je ferai attention. Il m'a regardé. Il m'aimait beaucoup, je le savais, autant que je l'aimais moi-même. Nous étions ensemble depuis longtemps et nous partagions difficultés et dangers. Néanmoins, son expression était sévère. Il a dit « Comme tu le sais, je suis responsable de l'attaque. Julius et moi avons beaucoup parlé avant notre départ. Il m'a dit que si je n'étais pas sûr d'un homme, je ne devais pas le prendre pour l'attaque. Il parlait en particulier de toi, Will. » Il m'aimait bien, mais c'était le devoir d'abord, comme toujours avec Fritz. J'ai plaidé pour avoir une seconde chance. À la fin, hochant la tête, il a accepté, mais c'était vraiment la dernière fois. Si j'étais impliqué dans le moindre ennui, il ne chercherait pas à découvrir le responsable. C'est moi qui serais éliminé. Le lendemain matin, au cours de notre exercice habituel, celui contre lequel je m'étais battu m'a fait trébucher, peut-être accidentellement, peut-être pas, et je me suis étalé. Non seulement mon coude a heurté un rocher, mais j'ai atterri dans une flaque de boue collante. J'ai fermé les yeux, et je suis bien resté ainsi 5 secondes avant de me relever, avec un sourire de façade, mais les dents serrées. 2 matins plus tard, malgré une autre averse, un pigeon trempé s'est posé sur le perchoir devant sa boîte. Un petit rouleau de papier était fixé à sa patte. Nous avions 12 ballons en tout, avec un seul homme pour chacun, afin de pouvoir transporter le maximum d'explosifs. Ceux-ci étaient enfermés dans des récipients métalliques, un peu comme ces œufs de métal cannelés que nous avions trouvés dans les ruines de la grande cité,
mais beaucoup plus gros. Cela n'était pas très facile de les hisser par-dessus le bord du panier. Ils étaient munis de détonateurs qui les feraient exploser 4 secondes après que le déclencheur serait tiré. Ce qui signifiait, nous avait expliqué Beanpole, que nous devions larguer notre charge d'une hauteur tout juste inférieure à 45 mètres. Le calcul dépendait de quelque chose qui avait été découvert par un savant célèbre chez les anciens, du nom de Newton. Beanpole a essayé de nous l'expliquer, mais ça restait incompréhensible, en tout cas pour moi. Un objet tombant dans l'atmosphère parcourait une distance de 4,80 m multipliée 2 fois par le nombre de secondes de chute. Ainsi, dans la première seconde, il parcourait 4,80 m, 4,80 multiplié par 1 multiplié par 1. En 2 secondes, 19,20 m et en 3, 43,20 m. La 4e seconde était le temps laissé pour mettre ladite bombe en place et la larguer. Nous nous étions entraînés de nombreuses fois avec des bombes factices, apprenant à calculer les distances au sol, à estimer le temps, etc. Il y avait aussi la question du déplacement du ballon, ce qui modifiait forcément le point de chute de la bombe. Nous avions acquis une certaine adresse dans cet art. Désormais, il nous fallait l'appliquer. Les ballons ont pris leur essor à 2 secondes d'intervalle dans une atmosphère grise et détrempée, le vent du large nous poussant vers l'intérieur des terres. Fritz, qui était en tête, avait décidé de l'ordre de départ. J'étais le 6e et Henry le 10e. Emporté comme une flèche vers le ciel, j'ai regardé les visages qui s'amenuisaient très vite. J'ai vu Beanpole lever le sien, ses lunettes sans doute brouillées par la pluie. J'ai songé que c'était malheureux pour Beanpole, mais cette pensée s'est vite dissipée en moi, ainsi que l'énervement de l'attente. La pluie battante me trempait déjà, mais c'était sans importance. Nous avons pris de l'altitude, en une longue ligne qui gardait encore un peu d'irrégularité. Le paysage que je surplombais était étrange, composé de collines basses et arrondies de toutes sortes de formes et couvertes par la forêt dense qui s'étendait presque jusqu'à la ligne grise de l'océan. La pluie ne cessait pas de fouetter, ni le vent de souffler puissamment. Les vallées se déployaient encore derrière moi. Progressivement, les collines se sont aplaties et les forêts ont été remplacées par des champs cultivés. Il y avait de temps en temps des petits villages aux maisons blanchies à la chaux. Une rivière est apparue que nous avons suivie quelques instants. La ligne se brisait, s'étalait, modifiée par de petites inconstances du vent. Quelques ballons avançaient mieux que d'autres. J'étais ennuyé de voir que le mien prenait du retard. Nous formions 2 groupes, 9 devant et 3 en arrière-garde. Henry était l'un des 3. Je lui ai fait signe et il m'a répondu. Nous avons perdu la rivière, mais l'avons retrouvée, elle ou une autre, peu de temps après. Si c'était la même, elle avait élargi. Plus loin, elle se jetait dans un lac, grande pièce d'eau s'étendant sur au moins 15 kilomètres à notre droite. Les terres nues et sans vie donnaient l'impression d'être brûlées. Cela devait faire partie de la zone entourant la cité, laissée en friche par les maîtres par mesure défensive. J'ai regardé plus attentivement l'horizon, mais je n'ai vu que de l'eau d'un côté et des collines nues et noircies de l'autre. Les premiers ballons augmentaient leur avance. C'était exaspérant, mais on n'y pouvait rien. En fait, nous progressions tous plus lentement, parce que la pluie s'était arrêtée et que le vent était tombé. Notre parcours avait été soigneusement calculé, mais je me demandais si le calcul ne risquait pas d'être erroné et si le vent n'avait pas changé de direction, si bien que nous dériverions, impuissants, vers la mer. Devant nous, le lac faisait un coude à droite, mais à cet endroit, orienté sud-ouest, presque rectiligne et absolument régulier, un canal que les anciens avaient creusé pour amener leurs navires d'un océan à l'autre, traverser l'isthme. Il n'y avait pas de bateau, mais quelque chose d'autre l'occupait, un gigantesque carabe doré à la carapace verte. Le calcul n'était pas faux. Juste devant nous s'étalait la 3e cité des maîtres. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour la contempler. Mon attention était attirée par quelque chose qui apparaissait derrière une élévation du sol à gauche de la cité. Ce tripode rentrait sans doute à sa base comme d'ordinaire, mais en apercevant le groupe de bulles qui flottait dans les airs, il s'est arrêté et a changé de direction. Il les a rejointes alors que le premier ballon était à 100 mètres du mur. Un tentacule s'est abattu tout près, mais l'a manqué, car l'aérostier a fait monter son appareil en larguant du lest. Les autres approchaient aussi du tripode.
Le tentacule s'est encore abattu et cette fois, il a fait mouche. Le ballon touché s'est écrasé sur le sol humide et noir. Le tripode agissait comme un homme qui chasse des insectes. 2 autres ballons du groupe de tête sont tombés. Les autres sont passés. Le premier était au-dessus de la cité. Quelque chose en est tombé. J'ai compté. 1, 2, 3. Rien ne s'est produit. La bombe n'a pas explosé. 2 autres ballons étaient trop loin à gauche de la cible à atteindre, mais les 3 derniers survolaient l'étendue de cristal vert. Une autre bombe a été lâchée. J'ai encore compté. Il y a eu un gros bruit sourd quand elle a explosé, mais le dôme était encore intact, d'après ce que j'en voyais. Je n'ai pas pu observer ce qui s'est passé ensuite. Le tripode était juste devant moi. Tous les autres jusqu'alors avaient lâché du lest pour monter et éviter les coups de l'ennemi. J'ai supposé qu'ils compteraient sur cette manœuvre. J'ai attendu que le tentacule soit près de frapper et j'ai tiré la corde pour libérer du gaz. J'ai senti le ballon descendre avec une embardée brutale. Le tentacule est passé au-dessus. Je ne savais pas à quelle distance, car mon attention était fixée sur le sol vers lequel je tombais. J'ai hâtivement jeté des sacs de sable et le ballon est remonté comme une flèche. Le tripode était derrière moi, la cité devant. J'ai lancé un coup d'œil en arrière et j'ai vu un des 2 derniers ballons projetés au sol et l'autre poursuivre son vol. J'espérais que c'était Henry, mais je ne pouvais pas m'en assurer. J'avais entendu 2 autres explosions, mais le dôme de la cité était encore intact. Mon ballon était juste au-dessus et je voyais indistinctement à travers sa transparence verte les nombreux sommets des pyramides. Mon altitude était à peu près correcte, même si c'était plus par chance qu'autrement, après avoir dû prendre la fuite. Je me suis penché pour dégoupiller le détonateur et j'ai hissé la bombe par-dessus le bord du panier. Je l'ai retenue un instant avant de la lâcher. Allégé, le ballon s'était levé. J'ai compté des secondes. Juste avant 3, la bombe a atterri, glissé et rebondi sur la paroi courbe du dôme. Elle a éclaté et le souffle m'a fait tanguer violemment. Avec consternation, j'ai vu que le cristal n'était brisé en aucun endroit. Il ne restait plus qu'un ballon, un seul espoir. C'était Henry. Je l'ai su d'après la couleur de la chemise qu'il portait. Il allait se placer juste au-dessus du centre de la cité, mais sans maintenir l'altitude prescrite par Beanpole et les savants. Je l'ai vu descendre. Le panier a frotté contre la surface du dôme. Alors, j'ai saisi ce qu'il allait faire. Il avait vu l'échec des précédents et compris la raison. Les savants nous avaient dit que les bombes étaient suffisamment puissantes pour briser le cristal, les ayant expérimentées sur le dôme crevé de la cité déjà prise, mais la bombe devait bien sûr être en contact avec le cristal au moment de l'explosion. Or, nos bombes avaient ricoché suffisamment pour être hors des limites. Il avait donc peu de chances de réussir, du moins en larguant la bombe. Mais la poser, c'était autre chose. Mon propre déplacement m'entraînait vers le bord du dôme, là où le toit s'incurvait. Mais Henry allait vers le centre, le dôme s'y aplatissait, et un homme pouvait y marcher. La confusion et l'horreur se sont mêlées dans mon esprit. Le panier a frotté encore, il a rebondi, puis s'est arrêté. J'ai vu la petite silhouette faire effort pour soulever quelque chose. Je l'ai vu enjamber le bord du panier. Le ballon allégé s'est élevé aussitôt dans le ciel gris et triste. Henry est resté accroupi, petite fourmi contre la surface brillante qui l'entourait. Accroupi et serrant quelque chose dans ses bras. J'étais tourné les yeux. Ce ne fut que quelques secondes après l'explosion que j'ai eu le courage de regarder. L'air d'émettre montait en grosses volutes vertes qui s'échappaient d'un trou béant dans le dôme déchiqueté. Et ce trou s'élargissait à vue d'œil. Presque à l'aveuglette, j'ai tiré le cordon et laissé descendre mon ballon vers cette terre qui m'attendait. C'était Le Puits de Feu, 3e tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Chapitre 8. Les bulles de la liberté. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.